Catherine Morland de Jane Austen. Chapitre 1er. Personne qui ait jamais vu Catherine Morland, dans son enfance, ne l'aurait supposée née pour être une héroïne. Sa situation dans le monde, le caractère de ses parents, sa propre personne et ses aptitudes, rien ne l'y prédestinait. Bien que clergyman, son père n'était ni méprisé ni misérable. C'était un excellent homme, bien qu'il s'appelât Richard et qu'il n'eût jamais été beau. Il avait une fortune personnelle, outre de bons bénéfices, et il ne prétendait pas le moins du monde tenir ses filles sous clé. Madame Morland était une femme de grand sens, de bon caractère et, ce qui est plus remarquable, de bonne constitution. Elle avait eu 3 fils avant la naissance de Catherine, et, au lieu de trépasser en mettant celle-ci au monde, comme on devait s'y attendre, elle avait vécu pour avoir 6 enfants de plus, pour les voir grandir autour d'elle et pour jouir elle-même d'une florissante santé. Une famille de 10 enfants peut toujours être dite une belle famille, quand il y a assez de têtes, de bras et de jambes pour tous. Mais les Morland n'avaient guère d'autre titre à cette épithète, car ils étaient en général fort ordinaires, et Catherine, plusieurs années de sa vie, fut aussi ordinaire qu'aucun d'eux. Elle était maigre et mal équarrie, avait la peau blême, de noirs cheveux plats et de gros traits. Non plus que sa personne, son esprit ne la marquait pour la fonction d'héroïne. Elle raffolait de tous les jeux des garçons et préférait de beaucoup le cricket, non seulement aux poupées, mais aux plus poétiques jeux de l'enfance, élever une marmotte ou un canari, arroser un rosier. En effet, elle n'avait nul goût pour les jardins, et, si elle cueillait des fleurs, c'était principalement pour le plaisir de méfaire. Du moins, ainsi conjecturait-on, à la voir toujours choisir celles qui lui étaient interdit de prendre. Tels étaient ses goûts. Ses aptitudes étaient non moins extraordinaires. Elle n'apprenait ou ne comprenait rien avant qu'on le lui eût enseigné, ni même après, quelquefois, car elle était inattentive souvent et volontiers stupide. Sa mère avait consacré 3 mois à lui inculquer la prière du mendiant, après quoi Sally, sa sœur aînée, la récitait mieux qu'elle. Non que Catherine fût toujours stupide, elle apprit la fable Le lièvre et les amis comme sans y penser, aussi vivement que fillette qui soit en Angleterre. Sa mère désirait qu'on lui enseignât la musique, et Catherine était persuadée qu'elle y prendrait goût, car elle avait grand plaisir à faire sonner les touches de la vieille épinette abandonnée. Elle commença à 8 ans, elle étudia 1 année et ne voulut pas continuer. Madame Morland, qui ne s'obstinait pas à forcer le talent de ses filles, permit qu'elle en restât là. Le jour où disparut le maître de musique fut de l'avis de Catherine l'un des plus heureux. Son goût pour le dessin était médiocre. Toutefois, quand elle mettait la main sur quelques morceaux de papier, elle y figurait maisons et arbres, poules et poussins. Elle ne parvenait pas, il est vrai, à différencier ces images. L'écriture et le calcul lui étaient enseignés par son père, le français par sa mère. Ses progrès en aucune de ces matières n'étaient remarquables, et elle s'ingéniait à esquiver les leçons. Quelle étrange, inconcevable nature! Car tous ces affligeants symptômes, à 10 ans, elle n'avait ni mauvais cœur, ni mauvais caractère, était rarement entêtée, querelleuse presque jamais, très gentille pour les petits, avec de rares moments de tyrannie. Elle était d'ailleurs turbulente et farouche, détestait la réclusion et le débarbouillage, et n'aimait rien tant au monde que rouler du haut en bas de la pente gazonnée derrière la maison. Telle était Catherine Morland à 10 ans. À 15, les apparences s'étaient améliorées. Elle commençait à se friser les cheveux et rêvait d'aller au bal. Son teint prenait de l'éclat, ses traits s'adoucissaient de rondeur et de couleur, ses yeux gagnaient en animation et son personnage en importance. Comme elle avait aimé se salir, elle aimait s'attifer. Elle avait maintenant le plaisir d'entendre parfois son père et sa mère remarquer ces transformations. « Catherine prend vraiment belle mine. Elle est presque jolie aujourd'hui », étaient mots qui lui frappaient l'oreille de temps en temps, et qui étaient les bienvenus. Paraître presque jolie, pour une fille qui a paru assez vilaine pendant ses 15 années premières, est plus délicieux que tout éloge que puisse jamais recevoir une fille jolie dès le berceau. Madame Morland était une très brave femme, et qui désirait voir ses enfants aussi cultivés que possible.
mais elle employait tout son temps à mettre au monde et à élever ses petits, de sorte que ses filles aînées devaient se tirer d'affaire elles-mêmes. Et il était bien naturel que Catherine, qui n'était point une nature d'héroïne, préférât le cricket, les bars, l'équitation et courir les champs. Quand elle avait 14 ans, aux livres, ou du moins aux livres instructifs, car, pourvu qu'aucun enseignement n'y fût inclus, pourvu qu'ils fussent pleins d'histoire et indemnes de dissertation, elle n'avait contre les livres aucune hostilité. Mais, de 15 à 17 ans, elle suivit un régime d'héroïne. Elle lut tels livres que doivent lire les héroïnes pour se meubler la mémoire de ces citations qui sont si commodes et si réconfortantes dans les vicissitudes de leur aventureuse vie. De Pope, elle apprit à vitupérer ceux qui vont partout se moquant de l'infortune. De Gray que mainte fleur est née pour rosir inaperçue et répandre sa fragrance dans l'air désert. De Thomson que c'est une tâche exquise d'apprendre à la jeune idée comment percer. Et, de Shakespeare, elle acquit tout un lot d'informations, elle sut que des bagatelles légères comme l'air sont, par le jaloux, prises au sérieux comme paroles de l'écriture, que la pauvre bestiole sur qui nous marchons éprouve d'aussi dures transes qu'un géant qui meurt, et qu'une jeune femme qui aime est toujours semblable à la résignation sur un piédestal, souriante à la douleur. Sur ce point, sa culture était suffisante. Sur maint autre, elle approchait de la perfection, car, si Catherine n'écrivait pas de sonnets, s'appliquait-elle à en lire, et, quoiqu'il n'y eût pas apparence qu'elle pût, au piano, jeter en extase un public par un prélude de son cru, elle pouvait écouter sans grande fatigue la musique des gens. Où elle échouait, c'était à manier un crayon. Elle n'avait nulle notion de dessin, pas même assez pour esquisser le profil de son amoureux. Là, les droits qu'elle eût pu avoir à la qualité d'héroïne étaient nuls. Au surplus, elle ne connaissait pas sa misère, car elle n'avait pas d'amoureux de qui faire le portrait. Elle avait atteint 17 ans sans avoir vu d'aimable jeune homme qui éveillât sa sensibilité, sans avoir inspiré de réelles passions et sans avoir provoqué d'admiration que très modérée et bien fugace. Voilà qui était étrange, en vérité, mais on peut généralement se rendre compte des choses étranges quand on en cherche avec soin la cause. Il n'y avait nul lord dans le voisinage, pas même de baronnet, nulle famille amie n'avait élevé un garçon inopinément trouvé sur le pas de la porte, nul jeune homme dont l'origine fût inconnue. Son père n'avait pas de pupille, et le squire de la paroisse pas d'enfant. Mais quand une jeune lady est destinée à être une héroïne, le caprice de 50 familles de l'environ ne saurait prévaloir contre elle. Sur sa route, le destin doit susciter et suscitera un héros. Monsieur Allen, qui possédait la plupart des terres qui entourent Fullerton, le village du Wiltshire où vivaient les Morland, fut envoyé à Bath, dont le séjour convenait mieux à sa constitution goûteuse. Et sa femme, qui aimait fort mademoiselle Morland, et qui probablement estimait que, si les aventures ne tombent pas sur une jeune fille dans son propre village, cette jeune fille doit les chercher ailleurs, l'invita à venir avec eux. Monsieur et madame Morland furent toute bonne volonté, et Catherine tout joie. Chapitre 2. Au moment où Catherine Morland va être jetée dans les difficultés et les dangers d'un séjour de 6 semaines à Bath, et pour le cas où les pages suivantes ne parviendraient pas à documenter suffisamment le lecteur, ajoutons quelques mots à ce qui a déjà été dit sur elle. Son cœur était affectueux, son caractère gai et ouvert, sans vanité ni affectation. Ses manières perdaient leur gaucherie effarouchée. Sa personne était avenante et, dans ses bons jours, jolie. Son intelligence à peu près aussi inculte que l'est ordinairement l'intelligence d'une fille de 17 ans. On pourrait supposer que, l'heure du départ approchant, l'anxiété maternelle de madame Morland fut très cruelle. 1000 pressentiments des maux qui pouvaient résulter pour sa chère Catherine de cette terrible séparation devaient accabler son cœur et la jeter dans les larmes, le dernier ou les 2 derniers jours de leur vie en commun. Et les avis les plus topiques devaient naturellement fluer de ses lèvres sages dans leur entretien d'adieu, en son cabinet.
des instructions en vue de déjouer la violence de tels nobles et baronnets qui se plaisent à enlever de vive force les jeunes femmes et les conduisent en quelque ferme isolée, devaient, en un tel moment, soulager le trop-plein de son cœur. Qui ne le penserait ? Mais madame Morland savait si peu de choses des lords et baronnets qu'elle ne dit pas un mot de leur coutumière malfaisance et ne se méfia pas du danger que leurs machinations pouvaient faire courir à sa fille. Ses avis se restreignirent au point suivant. « Je vous prie, Catherine, de vous envelopper toujours bien chaudement le cou pour rentrer le soir, et je désire que vous teniez à jour le compte de l'argent que vous dépenserez. Voici un petit livre à cet effet. » Sally, ou plutôt Sarah, comment une jeune fille de grande manière atteindrait-elle 16 ans sans donner à son nom de tous les jours une forme plus romantique, doit, de par la force des choses, être en l'occurrence l'amie intime et la confidente de sa sœur. Cependant, est-ce assez remarquable, elle ne contraignit pas Catherine à faire telle promesse solennelle. Écrire par chaque poste, fournir des renseignements sur tout le monde, relater en détail les conversations entendues à Bath. Vraiment, toute chose relative à cet important voyage fut traitée par les Morland avec une modération et un calme, mieux d'accord avec les usages de la vie courante qu'avec cette sensibilité affinée que devrait mettre en éveil la première séparation d'une héroïne et de sa famille. Son père, au lieu de lui ouvrir un compte illimité chez son banquier, ou même de lui mettre dans la main une centaine de livres en bank-notes, lui demanda seulement 10 guinées et lui promit de lui envoyer d'autres argent quand elle en aurait besoin. Sous ces modestes auspices, le voyage commença. Il fut dénué d'événements. Ni voleurs, ni tempêtes n'intervinrent, ni d'accident de voiture propice à la présentation d'un héros. Rien de plus alarmant ne se produisit qu'une crainte, savoir si madame Allen n'avait pas oublié ses socques dans une auberge. Et heureusement, cette crainte était sans fondement. Elles arrivèrent à Bath. Catherine était toute ardente de plaisir. Ses regards erraient ici, là, partout, émerveillés. Elle était venue pour être heureuse, et elle se sentait heureuse déjà. Elles furent bientôt installées en de confortables appartements dans Pulteney Street. Madame Allen était de la nombreuse classe des femmes dont le commerce ne peut provoquer qu'une émotion, la surprise qu'il y ait eu des hommes capables de les aimer assez pour les épouser. Elle n'avait ni finesse, ni beauté, ni talent. Son air de femme du monde, son calme, sa bonté, d'ailleurs inerte, son esprit frivole, c'est tout ce qui pouvait expliquer qu'elle eût été élue par l'homme sensible et intelligent qu'était M. Allen. Si l'on veut, elle était admirablement apte à ce rôle de présenter dans le monde une jeune fille, car elle était, autant et plus qu'aucune jeune fille, curieuse d'aller partout et de tout voir. S'habiller était sa passion. Elle avait un très naïf plaisir à être belle. Notre héroïne ne put faire son entrée dans la vie qu'après 3 ou 4 jours. Il fallait que madame Allen s'enquît minutieusement de ce qui se portait et choisit à bon escient une robe du dernier modèle. Catherine fit aussi quelques emplettes, et tous ces préparatifs terminés, l'importante soirée advint où elle devait paraître à la Pump Room. Ses cheveux s'échafaudaient le mieux du monde, et avec un soin jaloux elle avait fait sa toilette. Madame Allen et la bonne déclarèrent qu'elle était tout à fait bien. Forte d'un tel encouragement, Catherine espérait passer tout au moins sans critique. Si elle suscitait l'admiration, tant mieux, mais son bonheur n'en dépendait pas. Madame Allen fut si longue à s'habiller qu'elles n'entrèrent que tard à Pump Room. La saison était en son plein. Les 2 femmes se faufilèrent à travers la foule, tant bien que mal. Quant à M. Allen, il se réfugia d'emblée dans la salle de jeu, les abandonnant aux délices de la cohue. Avec plus de souci de sa toilette que de sa protégée, madame Allen se frayait un chemin aussi vite que le permettait la prudence parmi la multitude qui obstruait la porte. Catherine serrait trop fort le bras de son amie pour que le remous d'une assemblée en lutte parvînt à les séparer. Mais, à sa grande stupéfaction, elle constata que s'avancer dans la salle n'était point du tout le moyen de se dégager de la foule. Celle-ci, d'instant en instant, semblait accrue. Une fois la porte passée, on trouverait aisément des sièges et l'on pourrait voir commodément les danses. Cela,
qu'elles s'étaient imaginées ne correspondaient nullement à la réalité. Avec une application opiniâtre, elles avaient atteint l'autre extrémité de la salle. Et pourtant la situation ne changeait pas. Des danseurs, elles ne voyaient rien, que les hautes plumes de quelques dames. Elles se remirent en marche. Justement, elles venaient de découvrir, dans le lointain, une place convenable. Par force et par ruse, elles y parvinrent, et les voilà maintenant, au haut de gradins, d'où mademoiselle Morland, dominant la foule, se rendait compte des dangers de son récent passage à travers elle. Spectacle splendide, et, pour la première fois, elle commença à se sentir dans un bal. Elle avait grande envie de danser, mais ne connaissait personne. Madame Hélène fit tout ce qu'elle pouvait faire en pareil cas. De temps en temps, elle proférait d'un ton détaché. « Je voudrais vous voir danser, ma chère. Je voudrais que vous trouviez un cavalier. » D'abord, sa jeune amie se sentit reconnaissante de ses vœux. Mais ils furent si souvent répétés et prouvés si totalement inutiles qu'à la fin, Catherine s'en fatigua et n'eut plus envie de remercier. Elles ne purent jouir longtemps de la position éminente qu'elles avaient si industrieusement gagnée. On se mit bientôt en mouvement pour le thé, et elles durent faire comme tout le monde. Catherine commençait à éprouver quelques désappointements. Elle était lasse d'être sans cesse pressée entre des gens, sans même qu'elle pût atténuer l'ennui de son emprisonnement en échangeant une syllabe avec aucun de ses anonymes compagnons de captivité. Et quand, à la fin, elle fut dans la salle où l'on prenait le thé, elle sentit plus encore la détresse de n'avoir pas de société à rejoindre, aucune personne de connaissance à appeler, nul gentleman à qui demander secours. De M. Allen, elles ne virent pas l'ombre, et après avoir vraiment cherché à l'entour une place plus commode, elles se résignèrent à s'asseoir au bout d'une table où une nombreuse société avait déjà pris place, sans qu'elles eussent là rien à faire, sans qu'elles sussent à qui parler, sauf l'une à l'autre. Dès assise, madame Allen se félicita d'avoir préservé sa robe de tout dommage. « Il eût été affreux de la déchirer, n'est-ce pas ?» dit-elle. « C'est une mousseline si délicate. Pour ma part, je n'ai vu dans la salle rien qui me plût autant, je vous assure. »« Comme c'est gênant, » soupira Catherine, « de n'avoir pas une seule connaissance ici. »« Oui, ma chère, » reprit madame Allen avec une parfaite sérénité, « c'est très fâcheux, en effet. »« Que faire ? Les messieurs qui sont à cette table et les dames nous regardent comme étonnés de nous voir là. Nous semblons nous introduire dans leur société. » Et c'est bien ce que nous faisons. Que c'est donc désagréable. Je souhaiterais que nous eussions beaucoup de connaissances ici. Je voudrais que nous en eussions une, ce serait quelqu'un vers qui aller. Très vrai, ma chère, et si nous connaissions quelqu'un, n'importe qui, nous le rejoindrions immédiatement. Les Skinner étaient ici l'an dernier, je souhaiterais qu'ils fussent ici maintenant. Ne ferions-nous pas mieux de nous en aller ? Vous voyez qu'il n'y a pas ici de tasse de thé pour nous. Il n'y en a plus, en effet. Comme c'est contrariant. Mais je pense qu'il vaut mieux que nous restions tranquilles. On est si ballottés dans une telle foule. Ma coiffure, dans quel état est-elle, ma chère ? Quelqu'un m'a donné un coup qui l'aura bousculée, j'en ai peur. Non, vraiment, elle est très bien. Mais, chère madame Allen, êtes-vous sûre qu'il n'y a personne que vous connaissiez dans cette multitude de gens ? Je suis persuadée que vous devez connaître quelqu'un. Non, sur ma parole. Je souhaiterais connaître quelqu'un. De tout mon cœur, je souhaiterais avoir beaucoup de connaissances ici, et alors je vous trouverais un partenaire. Je serais si heureuse que vous dansiez. Voyez cette femme. Quelle toilette baroque, une toilette si démodée. Regardez-la par derrière. Du temps passa, puis un de leurs voisins leur offrit du thé, ce qui fut accepté avec reconnaissance, et elles échangèrent quelques mots avec le courtois monsieur. De toute la soirée, ça avait été le seul moment où quelqu'un leur eût adressé la parole. Quand, enfin, le bal fini, elles furent découvertes et rejointes par monsieur Allen. « Eh bien, Miss Morland, dit-il aussitôt, j'espère que le bal vous a paru agréable. »« Très agréable, en effet, répondit-elle, essayant en vain de réprimer un bâillement. J'aurais voulu qu'elle pût danser, dit madame Allen. J'aurais voulu que nous puissions trouver un danseur pour elle. J'ai dit combien j'aurais été heureuse si les Skinner eussent été là cet hiver plutôt que l'hiver dernier.
Ou si les paris étaient venus, comme ils en avaient parlé un jour. Elle aurait pu danser avec George Parry. Je suis si triste qu'elle n'ait pas eu de cavalier. Nous aurons plus de chance un autre soir, j'espère, dit M. Allen en manière de consolation. La foule diminuait. Maintenant, on pouvait circuler avec plus d'aisance. Et pour une héroïne qui n'avait pas encore joué un rôle très distinct dans les événements de la soirée, le moment était venu d'être en relief. De 5 en 5 minutes, grâce au déplacement de la foule, s'accroissaient les chances de succès de Catherine. Maints jeunes gens la pouvaient regarder, qui, dans la foule, ne l'avaient vue. Aucun cependant ne tressaillit d'un étonnement enthousiaste. Nul murmure de questions empressées ne se propagea, et personne ne l'appela une déité. Cependant, Catherine était très à son avantage. Qui l'eût vue 3 ans auparavant l'aurait trouvée maintenant fort belle. On la regarda, cependant, et avec quelque admiration, car, à portée de son oreille, 2 messieurs la déclarèrent une jolie fille. Ces mots eurent un effet magique. Immédiatement, elle jugea la soirée plus gaie. Sa petite vanité était satisfaite. Elle se sentit plus reconnaissante envers les 2 jeunes gens pour cette simple louange qu'une héroïne de qualité l'eût été pour 15 sonnets célébrant ses charmes. Et elle alla vers sa voiture, réconciliée avec tout le monde et parfaitement satisfaite de la part d'attention que lui avait accordée le public. Chapitre 3. Chaque jour avait maintenant son cortège de devoirs réguliers. Visiter les magasins, voir quelques nouvelles parties de la ville, passer 1 heure à la Pump Room où elle regardait tout le monde et ne parlait à personne. Madame Allen ne se lassait pas de formuler son désir d'avoir à Bath de nombreuses relations, quoique l'expérience lui prouvât quotidiennement qu'elle n'y connaissait personne. Elles firent leur apparition aux Lower Rooms et, cette fois, la fortune fut plus favorable à notre héroïne. Le maître des cérémonies lui présenta comme danseur un jeune homme très distingué. Il s'appelait Tilney. 24 ou 25 ans, grand, la figure agréable, l'œil très intelligent et vif, les façons courtoises, un jeune homme, sinon tout à fait beau, très près de l'être. Catherine était enchantée. Ils parlèrent peu en dansant, mais quand ils se furent assis pour prendre le thé, il se montra tel qu'elle s'était imaginé qu'il fût. Il parlait avec facilité et, dans sa manière, il y avait une finesse et un enjouement qui impressionnaient Catherine. Après avoir parlé de ce qu'il voyait autour d'eux, il lui dit tout à coup : « Jusqu'ici, mademoiselle, j'ai manqué à tous les devoirs d'un danseur. Je ne vous ai pas encore demandé tout ensemble depuis combien de temps vous êtes à Bath, si vous vîntes jamais ici auparavant, si vous avez été aux Upper Rooms, au théâtre, au concert, et si vous aimez cette ville. C'est impardonnable. Mais vous plairait-il, maintenant, de me satisfaire sur ces points ? S'il en est ainsi, je commence. » « Ne vous mettez pas en peine de cela, monsieur. »« Ce n'est pas une peine, je vous assure, mademoiselle. » Alors, composant sa physionomie et adoucissant sa voix, il ajouta précieusement : « Êtes-vous depuis longtemps à Bath, mademoiselle ? » « Depuis 1 semaine environ, monsieur, » répondit Catherine, s'efforçant de ne pas rire. « Vraiment ?» avec un étonnement joué. « Quoi d'étonnant ? » « En effet, quoi ? dit-il, de son ton naturel. Mais il sied que je paraisse éprouver une certaine émotion à votre réponse. La surprise est plus facilement traduisible, et non moins en situation que tout autre sentiment. Poursuivons. Vîntes-vous jamais ici auparavant, mademoiselle ? Jamais, monsieur. Vraiment ? Avez-vous honoré les Upper Rooms de votre présence ? Oui, monsieur, j'y étais lundi. Avez-vous été au théâtre ? Oui, monsieur, mardi. Au concert ? Oui, monsieur, mercredi. Bath vous plaît-il ? Oui, beaucoup. Maintenant, il convient que je souris avec plus d'affectation, et ensuite nous pourrons redevenir naturels. Catherine détourna la tête, ne sachant si elle pouvait se hasarder à rire. « Je vois ce que vous pensez de moi, » dit-il gravement. « Je ferai piètre figure dans votre journal de demain. »« Mon journal ? » ?»« Oui, je sais exactement ce que vous direz. Vendredi, allais aux Lower Rooms, avait mis ma robe de mousseline à fleurs garnie de bleu, des souliers noirs, était très à mon avantage,
mais fut étrangement harcelé par un Olybrius qui voulut danser avec moi et dont l'absurdité m'affligea fort. Certainement, je ne dirai pas cela. Vous dirai-je ce que vous devriez dire? Je vous en prie. Je dansai avec un jeune homme très aimable, présenté par M. King. Parlai beaucoup avec lui, semble un homme exceptionnel, espère savoir davantage de lui. Voilà, mademoiselle, ce que je souhaite que vous disiez. Mais peut-être je ne tiens pas de journal. Peut-être n'êtes-vous pas assise en cette salle et ne suis-je pas assis auprès de vous. Ce sont là points où le doute est également licite. Ne pas tenir de journal? Comment les cousines dont vous êtes séparées feront-elles pour suivre le cours de votre vie à Bath, sans journal? Comment vous rappeler les robes que vous aurez portées? Comment décrire l'état de votre âme et celui de votre chevelure en toute leur diversité, si vous ne pouvez vous référer constamment à un journal? Ma chère mademoiselle, je ne suis pas aussi ignorant de ce que font les jeunes filles que vous semblez croire. Tout le monde reconnaît que le talent d'écrire une lettre est particulièrement féminin. La nature peut y être pour quelque chose, mais j'en suis certain, elle est puissamment aidée par cette charmante habitude qu'ont les femmes de tenir un journal. Je me suis quelquefois demandé, dit Catherine, en hésitant, si vraiment les femmes écrivent une lettre beaucoup mieux que les hommes. C'est-à-dire, je ne crois pas que la supériorité soit toujours de notre côté. Autant que j'en ai pu juger, il me semble que le style ordinaire des lettres de femmes est sans défaut, sauf 3 choses. Et qui sont? La ténuité du sujet, un total insouci de la ponctuation et une méconnaissance fréquente de la grammaire. Sur ma parole, je n'avais pas à avoir peur en désavouant le compliment. Vous n'avez pas une trop haute opinion de nous sur ce point. Je ne dirais pas que les femmes écrivent mieux une lettre, pas plus que je ne dirais qu'elles chantent mieux un duo ou dessinent mieux le paysage. Dans toute chose qui dépend du goût, le mérite est à peu près également réparti entre les sexes. Ils furent interrompus par madame Allen. « Ma chère Catherine, dit-elle, retirez cette épingle de ma manche. Je crains qu'elle y ait déjà fait une déchirure. J'en serais désolée. C'est une de mes robes préférées, quoiqu'elle ne coûte que 9 shillings le yard. »« C'est précisément le prix que je pensais, madame, dit M. Tilney en regardant la mousseline. »« Vous entendez-vous en mousseline, monsieur ?»« Particulièrement. J'achète toujours mes cravates et je suis réputé un excellent juge. Souvent ma sœur s'est fiée à moi pour le choix d'une robe. Je lui en ai acheté une l'autre jour et qui a été déclarée une prodigieuse occasion par toutes les dames qui l'ont vue. Je ne la payais que 5 shillings le yard, et une mousseline de l'Inde véritable. » Madame Allen était émerveillée de tant de génie. « Ordinairement, les hommes s'occupent si peu de ces choses, dit-elle. Monsieur Allen est bien incapable de distinguer mes robes les unes des autres. Vous devez être, à votre sœur, d'un grand secours, monsieur. »« J'ose croire, madame. »« Et dites-moi, monsieur, que pensez-vous de la robe de Miss Morland ?»« Très jolie, madame, dit-il en l'examinant gravement. Mais je ne crois pas qu'elle se lave bien. Je crains qu'elle s'éraille. »« Comment pouvez-vous, dit Catherine en riant, être si... » Elle avait presque dit « bizarre. »« Je suis tout à fait de votre avis, monsieur, répondit madame Allen, et je l'ai dit à Miss Morland quand elle l'a acheté. »« Mais vous savez, madame, que la mousseline peut toujours être utilisée. Miss Morland y trouvera bien de quoi se faire un fichu, un chapeau ou un voile. La mousseline trouve toujours son emploi. J'ai entendu dire cela 40 fois par ma sœur quand elle en achetait trop ou qu'elle l'avait coupé maladroitement. »« Bath est un lieu charmant, monsieur. Il y a tant de beaux magasins ici. Nous sommes tristement loin de tout dans la campagne. Sans doute, il y a des magasins fort bien approvisionnés à Salisbury, mais c'est si loin de chez nous. 8 milles, c'est un long chemin. Monsieur Allen prétend qu'il y en a 9 mesurés. Mais je suis sûre qu'il ne peut y en avoir plus de 8, et c'est encore un joli ruban. Je rentre fatiguée à mort. Ici, une fois dehors, nous pouvons faire nos achats en 5 minutes. Monsieur Tilney était trop courtois pour ne point paraître s'intéresser à ce qu'elle disait, et elle le tint sur la question des mousselines jusqu'à ce que la danse recommençât. Catherine, qui écoutait leur conversation, eut peur qu'il s'amusât un peu trop des faiblesses d'autrui. « À quoi pensez-vous, si grave, dit-il,
comme il rentrait dans la salle de bal. « À rien qui concerne votre danseur, j'espère, car, à en juger par votre hochement de tête, vos méditations sont sévères. » Catherine rougit et dit « Je ne pensais à rien. » « Voilà qui est habile et profond. Répondez-moi que vous ne voulez pas me le dire. J'aimerais mieux cela. »« Bien, alors je ne veux pas. »« Merci. J'ai maintenant le droit de vous taquiner quelquefois. Rien ne fait autant que la taquinerie progresser l'amitié. » Ils dansèrent de nouveau. La soirée finie, ils se quittèrent avec un vif désir de se revoir. Du moins, ce désir, Catherine l'avait, elle. Je n'affirmerai pas qu'en buvant son grog au vin et en faisant sa toilette de nuit, Catherine ait pensé à M. Tilney, assez pour en rêver, ou alors je veux croire que c'était en un demi-sommeil. Car s'il est vrai, comme l'a prétendu un écrivain célèbre, qu'une jeune fille ne puisse décemment tomber amoureuse avant que le gentleman se soit déclaré, il doit être fort inconvenant qu'elle rêve du gentleman avant que l'on sache qu'il ait rêvé d'elle. Que M. Tilney fût apte au rôle de rêveur ou d'amoureux, cela n'avait pas encore préoccupé M. Allen. Toutefois, il avait jugé à propos de se renseigner, au commencement de la soirée, sur ce jeune homme qui dansait avec Catherine. Il avait appris que M. Tilney était un clergyman, et d'une très respectable famille du Gloucestershire. Chapitre 4. Le lendemain, Catherine se hâta plus encore qu'à l'ordinaire vers la Pump Room, avec la certitude même d'y voir M. Tilney avant que la matinée fût passée, et prête à le saluer d'un sourire. Mais nul sourire ne fut requis. M. Tilney ne parut pas. Tous les êtres de Bath, sauf lui, furent visibles là, aux diverses minutes de ces heures fashionable. Des gens, abondamment, allaient et venaient, montaient les degrés, les descendaient, des gens dont nul n'avait souci et que personne ne souhaitait voir. Il était absent. « Charmant, ce Bath !» dit madame Allen, comme elle s'asseyait sous la grande horloge, harassée d'avoir paradé. « Et combien ce serait gai si nous avions ici quelques connaissances !» Cette confiance en la gaieté éventuelle de Bath avait été formulée si souvent et en vain qu'il n'y avait plus aucune raison de croire que l'événement vint la justifier jamais. Mais il faut ne jamais désespérer de ce qu'on veut atteindre. Par une application infatigable, nous toucherons le but. Et son infatigable application à faire chaque jour des vœux pour une même chose devait à la longue avoir sa juste récompense. À peine était-elle assise depuis 10 minutes qu'une dame, qui, assise près d'elle, l'avait regardée avec grande attention, lui dit fort aimablement « Je crois, madame, ne pas me tromper. Il y a longtemps que je n'ai eu le plaisir de vous voir. Mais n'êtes-vous pas madame Allen ?» Quand il eut été répondu affirmativement, l'étrangère prononça son nom, Thorpe, et madame Allen, à l'instant même, reconnut les traits d'une de ses compagnes de classe, autrefois son intime amie. Elle ne s'était vue qu'une seule fois depuis leur mariage respectif, et ce n'était pas récent. Leur joie de se rencontrer fut débordante, comme il est naturel entre personnes qui se sont fort bien passées de rien savoir l'une de l'autre pendant 15 ans. Des compliments, « Quelle bonne mine vous avez !» etc. furent échangés, puis, après diverses considérations sur l'inattendu de cette rencontre à Bath et le plaisir de retrouver une ancienne amie, elles se posèrent mutuellement des questions et elles se répondirent, parlant toutes les deux à la fois, beaucoup plus pressées de donner des détails que d'en recevoir, et chacune bien close à ce que disait l'autre. Madame Thorpe, cependant, avait sur madame Allen un grand avantage comme oratrice. Elle disposait d'une populeuse famille, et elle s'étendit sur les talents de ses fils et la beauté de ses filles, exposa leur situation dans la vie, leurs projets, spécifia que John était à Oxford, Edward à Merchant Taylors, William sur les mers, plus aimés, plus respectés dans leurs différents rôles qu'aucun autre trio d'êtres n'importe où, cependant que madame Allen, n'ayant aucune information sensationnelle à imposer à l'oreille mal disposée et incrédule de son amie, était forcée de rester là et de paraître s'intéresser à ses effusions maternelles, se consolant toutefois à cette découverte que ses yeux perspicaces eurent tôt faite, que la pelisse de madame Thorpe était beaucoup moins belle que la sienne.
Voilà, mes chères filles, s'écria madame Thorpe, en désignant 3 accortes jeunes personnes qui, bras dessus, bras dessous, se dirigeaient vers elle. Ma chère madame Allen, il me tarde de vous les présenter. Elles seront si joyeuses de vous voir. La plus grande est Isabelle, mon aînée. N'est-ce pas là une belle fille? On admire aussi beaucoup les autres, mais je crois Isabelle la plus belle. Les demoiselles Thorpe furent présentées, et Miss Morland, qui, d'abord, avait été omise, fut présentée aussi. Le nom sembla les frapper toutes, et l'aînée des jeunes filles fit tout haut cette remarque. « Comme Miss Morland ressemble à son frère !»« C'est en vérité son portrait, » s'écria la mère. « Partout, je l'aurais deviné la sœur de M. Morland, » ajouta la fille. Et toute la troupe reprit ses observations en chœur. L'ébahissement de Catherine fut de brève durée. Déjà, madame Thorpe et ses filles entamaient l'histoire de leur relation avec M. James Morland. Catherine se souvint que son frère aîné s'était récemment lié d'amitié avec un de ses condisciples du nom de Thorpe, et avait passé chez les Thorpe, aux environs de Londres, la dernière semaine des vacances de Noël. Tout s'élucidait. Force choses aimables furent dites par les demoiselles Thorpe. Leur désir de se lier avec Catherine, l'agrément de se considérer déjà comme ses amis à la faveur de l'amitié qui unissait leurs frères, etc. Catherine entendit tout cela avec plaisir, et y répondit le mieux qu'elle put. En marque de sympathie, l'aînée des demoiselles Thorpe lui offrit le bras, et elles firent de concert un tour dans la salle. Catherine était enchantée de l'extension de ses connaissances à Bath. À parler à mademoiselle Thorpe, elle oubliait presque M. Tilney, tant l'amitié est un baume aux souffrances de l'amour déçu. Leur conversation roula sur ces sujets qui favorisent si bien la naissance de l'intimité entre des jeunes filles. Toilette, bal, flirt, etc. Mademoiselle Thorpe, de 4 ans plus âgée que mademoiselle Morland et plus expérimentée de 4 ans au moins, avait un avantage très marqué sur son interlocutrice. Elle pouvait comparer les bals de Bath à ceux de Tunbridge, les modes de Bath aux modes de Londres, rectifier les opinions de sa nouvelle amie sur l'esthétique du costume, découvrir un flirt entre un gentleman et une lady sur l'indice d'un sourire, saisir une plaisanterie au vol. Ces talents reçurent bel accueil de Catherine, pour qui ils avaient l'attrait du nouveau, et elle manifesta une manière d'admiration qui eût été peu conciliable avec la familiarité si, d'ailleurs, la gaieté facile de mademoiselle Thorpe et sa cordialité n'eussent proscrit tout autre sentiment que la sympathie. Une demi-douzaine de tours dans la Pump Room ne pouvaient suffire à satisfaire leur amitié croissante. Au départ, mademoiselle Thorpe fut donc invitée à accompagner mademoiselle Morland jusqu'à la maison Allen. Là, elles se séparaient sur une poignée de main qu'elles prolongèrent affectueusement pour avoir appris qu'elles se verraient au théâtre ce soir et prieraient dans la même chapelle le lendemain matin. Catherine monta rapidement l'escalier et, de la fenêtre du salon, regarda mademoiselle Thorpe descendre la rue. Elle admirait la grâce spirituelle de sa démarche, son air fashionable, et elle éprouva quelque reconnaissance envers le destin à qui elle devait une telle amie. Madame Thorpe était une veuve sans grande fortune, une brave femme, une mère indulgente. Sa fille aînée était fort belle, et ses autres filles, qui se targuaient de l'être non moins, imitaient les manières de l'aînée et s'habillaient dans le même style, en quoi elles avaient bien raison. Ce compendium remplacera à souhait tel copieux récit qui eut, dans les 3 ou 4 chapitres suivants, relaté les aventures et les déboires passés de madame Thorpe, l'indignité à son égard des lords et des Attorney et ses bavardages lointainement rétrospectifs. Chapitre 5. Au théâtre, ce soir-là, Catherine n'était pas tellement occupée à écouter la pièce et à répondre aux signes de tête et sourires de mademoiselle Thorpe qu'elle négligea d'inspecter, en l'honneur de M. Tilney, toutes les loges que pouvait atteindre son regard inquisiteur. En vain. M. Tilney dédaignait le théâtre, comme la Pump Room. Elle espérait être plus heureuse le jour suivant. Et quand, le lendemain matin, elle vit le soleil réaliser ses souhaits de beau temps, elle ne douta guère de la réussite de son autre souhait, car un beau dimanche à Bath vide toutes les maisons de leurs habitants,
et chacun en profite pour se promener et pour dire aux personnes de sa connaissance « Ah, qu'il fait donc beau temps !» Dès la fin du service divin, les Thorpe et les Allen se rejoignirent allègrement, et après avoir stationné à la Pump Room, le temps de découvrir que la foule y était insupportable et qu'il n'y avait pas là un gentil visage à voir, ce que chacun découvrait chaque dimanche de la saison, ils se hâtèrent d'aller à Crescent, respirer le grand air en meilleure compagnie. Là, Catherine et Isabelle, bras dessus, bras dessous, goûtèrent de nouveau les douceurs de l'amitié, en une conversation sans contrainte. Elles parlèrent beaucoup et joyeusement, mais, de nouveau, Catherine fut déçue dans son espoir de retrouver son partenaire. On ne le rencontrait nulle part. Toutes les recherches furent également infructueuses, aux flâneries du matin, aux réunions du soir. Ni aux upper rooms, ni aux lower rooms, au bal paré, au bal tout court, on n'en voyait trace. Ni parmi les promeneurs, les cavaliers, les conducteurs de cabriolets de la matinée. Son nom n'était pas sur les registres de la Pump Room, et toute curiosité échouait. Il devait avoir quitté Bath. Pourtant, il n'avait pas dit que son séjour dût être si court. Cette sorte de mystère, toujours si saillante à un héros, magnifia sa personne et ses manières dans l'imagination de Catherine, et aviva son désir de le connaître mieux. Par les Thorpe, elle ne pouvait rien apprendre, car ils n'étaient à Bath que depuis 2 jours, quand ils avaient rencontré madame Allen. C'était toutefois un sujet dont elle s'entretenait souvent avec son amie, de qui elle recevait tous les encouragements possibles de penser à lui. L'impression laissée en son esprit par M. Tilney ne risquait donc pas de pâlir. Isabelle était convaincue que ce devait être un charmant jeune homme. Elle était non moins convaincue qu'il devait être ravi de Catherine et que, par conséquent, il reviendrait bientôt. Elle lui savait gré d'être un clergyman, car elle devait confesser sa sympathie pour l'Église, et quelque chose comme un soupir lui échappait tandis qu'elle disait cela. Peut-être Catherine avait-elle tort de ne pas lui demander la cause de cette gentille émotion, mais elle n'était pas assez au fait des finesses de l'amour et des devoirs de l'amitié pour savoir quand une délicate raillerie est en situation ou quand il convient de forcer une confidence. Madame Allen était maintenant tout à fait satisfaite de Bath. Elle avait trouvé des relations et, par fortune, dans la famille d'une ancienne amie chère entre toutes. Et, comble de chance, ses amis étaient loin d'être aussi somptueusement nippés qu'elle. Son cri quotidien « Que je voudrais donc avoir des relations à Bath » était devenu « Quel bonheur que nous connaissions madame Thorpe !» Et elle était aussi empressée à provoquer la rencontre des 2 familles que pouvaient l'être Catherine et Isabelle même. Jamais satisfaite de sa journée si elle n'en avait consacré la majeure partie auprès de madame Thorpe, à ce qu'elle appelait une conversation et qui n'était presque jamais un échange d'opinions et souvent n'avait pas même de sujet commun, car madame Thorpe parlait principalement de ses enfants et madame Allen de ses robes. Les progrès de l'amitié de Catherine et d'Isabelle furent rapides, comme son début avait été chaleureux. Elles brûlèrent les étapes. Elles s'appelaient par leur nom de baptême, se donnaient toujours le bras à la promenade, s'épinglaient leurs traînes avant la danse et, dans les quadrilles, ne voulaient jamais se séparer. Quand il faisait mauvais temps, elles se réunissaient encore au mépris de la pluie et de la boue, et s'enfermaient pour lire ensemble des romans. Oui, des romans. Car je ne donne pas dans cette mesquine et maladroite habitude qu'ont les auteurs de romans de déprécier, par leur blâme, toute une catégorie d'œuvres dont ils ont eux-mêmes accru le nombre, se joignant à leurs ennemis pour décerner les plus rogues épithètes à ces œuvres-là et n'en permettant presque jamais la lecture à leur héroïne qui, si elle ouvre par hasard un roman, ne fera certainement que le feuilleter et avec dégoût. Las! Si l'héroïne d'un roman n'est pas patronnée par l'héroïne d'un autre roman, de qui pourra-t-elle attendre protection et égard ? Laissons aux rédacteurs de revues le soin d'incriminer toute effusion d'imagination et de déplorer, sur un mode marmiteux, les riens qui font maintenant gémir les presses. Ne désertons pas notre propre cause. Nous sommes une caste fort décriée. Par vanité, ignorance ou mode, nos ennemis sont presque aussi nombreux que nos lecteurs.
Et tandis que les prestiges du 900e abréviateur de l'histoire d'Angleterre ou ceux du monsieur qui réunit et publie 12 vers de Milton, de Pope, de Prior, avec un morceau du Spectateur et un chapitre de Sterne, sont exaltés par 1000 plumes, il semble qu'il y ait un souci presque général de contester l'importance et de sous-évaluer le travail du romancier. Bref, mépriser des œuvres qui ne se recommandent que par de l'invention, de l'esprit et du goût. Je ne suis pas un liseur de romans. Un coup d'œil à peine aux romans. Ne vous imaginez pas que je lise souvent des romans. Ce n'est vraiment pas mal pour un roman. Tel est le jargon en usage. Et que lisez-vous, Miss ? Oh, ce n'est qu'un roman, réplique la jeune personne en laissant tomber son livre avec une indifférence affectée ou quelque honte. Ce n'est que Cécile ou Camille ou Bélinde. C'est seulement une œuvre dans laquelle les plus belles facultés de l'esprit sont prodiguées et qui offre au monde, en un langage de choix, la plus complète science de la nature humaine, la plus heureuse image de ses variétés, les plus vives effusions d'esprit et d'humour. Mais qu'elle eût été aux prises avec un volume du Spectateur, combien orgueilleusement elle eût produit le livre et proclamé son titre. Quoiqu'il soit peu probable qu'une jeune personne de goût puisse ne pas être rebutée par le sujet et le style de cette volumineuse publication où sont colligés surtout des anecdotes improbables, des traits de caractère extravagants, des thèmes de conversation qui ne concernent plus âme qui vive. Le tout en un langage dont la fréquente grossièreté est peu faite pour donner une idée flatteuse du temps qui la supporta. Chapitre 6. La conversation suivante, qui eut lieu entre les deux jeunes filles à la Pump Room, un matin, 8 ou 9 jours après qu'elles eurent fait connaissance, documentera le lecteur sur leur amitié, leur délicatesse, leur jugement, la spécialité de leur manière de penser et leur goût littéraire. Elle s'était donné rendez-vous, et comme Isabelle était arrivée 5 minutes avant son amie, ses premières paroles furent, naturellement, « Ma chère âme, qu'avez-vous donc fait ? Je vous attends depuis un siècle. »« Vraiment ? J'en suis toute triste, mais je croyais arriver à temps. Il est une heure juste. J'espère que vous n'êtes pas là depuis longtemps. »« Oh, 10 siècles au moins. Certainement, je suis ici depuis une demi-heure. Allons nous asseoir à l'autre bout de la salle. J'ai 100 choses à vous dire. D'abord, j'ai eu très peur qu'il plût ce matin. Au moment où je sortais, le ciel était très menaçant et cela m'a mise dans des angoisses. Vous savez, j'ai vu le plus joli chapeau qu'on puisse imaginer à la vitrine d'un magasin de Milsom Street, très semblable au vôtre, mais avec des rubans coquelicots et non pas verts. J'en ai une envie folle. Ma chère Catherine, qu'avez-vous fait toute cette matinée ? Avez-vous continué les mystères de Dolph ? Oui, je n'ai pas cessé de lire depuis mon réveil. J'en suis au voile noir. Vraiment ? Est-ce assez délicieux ? Oh, je ne vous dirai pour rien au monde ce qu'il y a derrière le voile noir. N'êtes-vous pas enragé de le savoir ? Oh oui, tout à fait. Qu'est-ce que cela peut bien être ? Ne me le dites pas. Je ne veux pas que vous me disiez quoi que ce soit. Je sais que ce doit être un squelette. Je suis sûre que c'est le squelette de Laurentine. Oh, ce livre fait mes délices. Je voudrais passer toute ma vie à le lire, je vous assure. N'eût été le désir de vous voir, rien n'aurait pu me le faire laisser. Chère âme, comme je vous suis reconnaissante, et quand vous aurez fini Eudolphe, nous lirons ensemble l'italien. J'ai fait pour vous une liste de 10 ou 12 ouvrages du même genre. Vrai ? Oh, que je suis contente. Et quel titre ? Je vais vous les lire. Ils sont sur mon carnet. Le château de Wolfenbach, Clermont, Avertissement mystérieux, Le nécromant de la forêt noire, La cloche de minuit, L'orphelin du Rhin et Horrible mystère. Nous en avons pour quelque temps. Tant mieux. Mais sont-ils tous terribles ? Êtes-vous sûr qu'ils soient tous terribles ? Tout à fait sûr, car une de mes amies intimes, Miss Andrews, une exquise fille, une des plus exquises créatures du monde, les a tous lus. Je voudrais que vous connaissiez Miss Andrews. Vous seriez charmée. Elle a fait elle-même le plus exquis manteau que vous puissiez rêver. Je la trouve belle comme un ange, et je suis si irritée contre ceux qui ne l'admirent pas. Et je les querelle tous furieusement pour cela.
Les quereller? Vous les querellez parce qu'ils ne l'admirent pas? Oui, il n'est rien que je ne fasse pour ceux qui sont réellement mes amis. Je ne peux aimer quelqu'un à moitié, ce n'est pas dans ma nature. Mes attachements sont toujours très forts. À l'une des réunions de cet hiver, je disais au capitaine Hunt que je ne danserais pas avec lui, à moins qu'il ne convînt que Miss Andrews était belle comme un ange. Vous savez, les hommes nous croient incapables de véritable amitié, mais je suis décidée à leur prouver le contraire. S'il m'arrivait maintenant d'entendre quelqu'un parler de vous avec peu d'égard, je m'emporterais comme une soupe au lait. Mais ce n'est pas du tout à craindre, car vous êtes précisément du genre de jeune fille qui plaît aux hommes. « Oh, chère !» s'écria Catherine, rougissante. « Comment pouvez-vous dire cela? Je vous connais très bien. Vous avez tant d'animation, ce qui justement fait défaut à Miss Andrews. Je dois l'avouer, il y a en elle quelque chose d'étonnamment insipide. Oh, que je vous dise. Comme nous nous quittions hier, j'ai vu un jeune homme qui vous regardait avec insistance. Je suis sûre qu'il est amoureux de vous. » Catherine de nouveau rougit et protesta. Isabelle riait. « C'est très vrai, sur mon honneur, mais je vois ce qu'il en est. Vous êtes indifférente au suffrage, sauf à celui d'un gentleman que nous ne nommerons pas. Je ne puis vous blâmer. » Et Isabelle devint grave. « Je comprends vos sentiments. Quand on a le cœur pris, je sais combien on est peu sensible à l'attention des gens. Tout est si insipide, si dénué d'intérêt qu'il ne se rapporte pas à l'objet aimé. Je comprends parfaitement vos sentiments. Mais vous ne me persuaderez pas que je pense tant à M. Tilney. Peut-être ne le reverrai-je jamais. » « Ne pas le revoir, ma chère amie? Ne dites pas cela. Je suis sûre que cette pensée vous rendrait malheureuse. Mais non, je ne veux pas dire que je ne me plaisais pas beaucoup en sa compagnie, mais quand je lis Adolphe, il me semble que rien ne peut me rendre malheureuse. Oh, le terrible voile noir. Ma chère Isabelle, je suis certaine qu'il cache le squelette de Laurentine. » « Il me paraît si étonnant que vous n'ayez jamais lu Adolphe. Mais peut-être Madame Morland est-elle hostile au roman? » « Non pas. Très souvent, elle lit Sir Charles Grandison. Mais les livres nouveaux n'arrivent pas jusqu'à chez nous. »« Sir Charles Grandison, c'est un livre étonnamment ennuyeux, n'est-ce pas? Je me souviens que Miss Andrews ne put lire le premier volume jusqu'au bout. Cela ne ressemble guère à Adolphe. Cependant, je crois que c'est très intéressant. Vous croyez? Vous m'étonnez. J'imaginais que ce n'était pas lisible. Mais ma chère Catherine, savez-vous déjà ce que vous mettrez ce soir? J'ai résolu en tout cas de m'habiller exactement comme vous. Les hommes remarquent cela quelquefois, vous savez. »« Quelle importance cela a-t-il » dit très innocemment Catherine. « Quelle importance? Oh cieux! Je me fais une règle de ne jamais m'occuper de ce qu'ils disent. Ils sont étonnamment impertinents, si vous ne les traitez pas avec hauteur et ne les maintenez à distance. »« Le sont-ils? Je n'ai jamais constaté cela. Ils sont toujours polis avec moi. » « Oh, ils se donnent ces airs. Ce sont les êtres les plus infatués d'eux-mêmes. Ils se croient d'une telle importance. Entre parenthèses, quoique j'y ai pensé 100 fois, j'ai toujours oublié de vous demander quel est votre type favori. Préférez-vous les bruns ou les blonds? Je ne sais. Je n'ai jamais beaucoup pensé à cela. Entre les deux, je crois. Châtain, pas blond, et pas très brun. Très bien, Catherine. C'est tout à fait lui. Je n'ai pas oublié le portrait que vous m'avez fait de M. Tilney. Peau brune, yeux noirs, cheveux plutôt foncés. Mon goût est différent. Je préfère les yeux clairs, le teint pâle. Ne me trahissez pas, si jamais vous rencontrez quelqu'un qui réponde à ce signalement. Vous trahir? Comment l'entendez-vous? Non, ne me confondez pas. Je crois que j'en ai trop dit. Abandonnons ce sujet. Catherine, étonnée, acquiesça et, après un silence, elle était sur le point de revenir à ce qui l'intéressait plus que tout au monde, le squelette de Laurentine, quand son amie s'écria. « Pour l'amour du ciel, changeons de place. Savez-vous qu'il y a 2 odieux jeunes gens qui m'ont dévisagé pendant toute cette demi-heure? Réellement, j'en suis confuse. Allons voir quels sont les nouveaux arrivants. Cela nous débarrassera de ces 2 messieurs. » Elles s'en allèrent consulter le registre et, pendant qu'Isabelle compulsait les noms, Catherine avait mission de surveiller les actes de ces alarmants jeunes gens.
Ils ne viennent pas de ce côté, n'est-ce pas? J'espère qu'ils n'auront pas l'impertinence de nous suivre. Je vous en prie, s'ils viennent, dites-le-moi. Je suis décidée à ne pas lever les yeux. Un instant après, Catherine, avec une satisfaction non feinte, annonça qu'on pouvait abjurer toute inquiétude. Les jeunes gens venaient de quitter la pump room. « Et quel chemin ont-ils pris ?» dit Isabelle, se retournant vivement. « L'un était un jeune homme de fort belle mine. » Ils se sont dirigés vers le cimetière. Je suis infiniment contente d'être débarrassée d'eux. Et maintenant, si nous allions aux Edgar's Buildings, je vous montrerai mon nouveau chapeau. Vous avez dit que vous étiez curieuse de le voir. Catherine voulut bien, ajoutant toutefois, « Mais peut-être rencontrerons-nous les deux jeunes gens ? Oh, n'importe, si nous nous hâtons, nous les dépasserons tout de suite, et je meurs de vous montrer mon chapeau. Mais si nous attendions simplement quelques minutes, il n'y aurait aucun danger de les rencontrer. Je ne leur ferai pas cet honneur, certes. Je ne me soucie pas tant des hommes. Ce serait le bon moyen de les gâter. » À un tel argument, Catherine n'avait rien à opposer. Pour affirmer l'indépendance de mademoiselle Thorpe et sa résolution d'humilier le sexe, elles se lancèrent à la poursuite des deux jeunes gens. Chapitre 7. Une demi-minute après, elles avaient traversé les jardins et se trouvaient à la sortie qui donne sur l'Union Passage. Mais là, elles durent s'arrêter. Qui connaît Bath se souvient de la difficulté qu'il y a à traverser Cheap Street en cet endroit. C'est en vérité une rue si revêche et si gauchement reliée aux grandes voies de Londres et d'Oxford et au principal hôtel de la ville qu'à tout moment des dames, pour importantes que soient leurs affaires, qu'elles soient en quête de pâtisserie, de fanfreluches ou, comme dans le cas actuel, de jeunes gens, sont immobilisées par les équipages, les cavaliers et les charrettes. Ce désagrément, Isabelle l'avait éprouvé et déploré au moins 3 fois par jour depuis qu'elle séjournait à Bath, et elle était destinée à l'éprouver et à le déplorer une fois de plus, car, juste au moment d'arriver en face de l'Union Passage et en vue des deux messieurs qui fendaient la foule, le chemin leur fut intercepté par un cabriolet qu'un conducteur forcené précipitait sur le pavé cahotant avec une véhémence de nature à abréger leur destin, à lui, à son compagnon et à son cheval. « Oh, ces odieux cabriolets !» dit Isabelle, levant les yeux. « Comme je les hais !» Cette haine si juste fut de courte durée, car, ayant regardé de nouveau, elle s'écria « Oh, joie, monsieur Morland est mon frère !»« Juste ciel, c'est James !» exclamait en même temps Catherine. À ce moment, les jeunes gens les virent. Le cheval fut arrêté net, avec une violence qui le jeta presque sur le flanc, et les gentlemen sautèrent de la voiture, abandonnant les rênes aux domestiques. Catherine ne s'attendait nullement à cette rencontre. Elle accueillit avec la joie la plus expansive son frère, qui manifesta une satisfaction non moins grande, cependant que les yeux brillants de mademoiselle Thorpe réclamaient son attention. Il lui présenta alors ses hommages avec un mélange de joie et d'embarras qui aurait pu apprendre à Catherine, si elle eût été plus experte à débrouiller les sentiments des autres et moins absorbée par les siens, que son frère, lui aussi, trouvait Isabelle charmante. John Thorpe, qui, pendant ce temps, avait donné des ordres relatifs au cheval, les rejoignit bientôt pour offrir à Catherine le tribut qui lui était dû. Car, tandis qu'il touchait d'une main rapide et distraite la main de sa sœur, il lui décerna à elle une révérence tout entière et la moitié d'un court salut. C'était un gros garçon de taille moyenne, avec un visage vulgaire et des formes sans grâce, qui eût craint sans doute d'être trop élégant s'il ne s'était costumé en palefrenier et trop gentleman s'il n'avait été familier quand il fallait être poli et impudent quand on pouvait être familier. Il tira sa montre. « Combien de temps pensez-vous que nous ayons roulé depuis Tetbury, Miss Morland ?»« Je ne sais pas quelle distance. »« 23 milles, dit son frère. »« 23, s'écria Thorpe. »« 25 comme un pouce. » Morland allégua des autorités. Les plans, les hôteliers, les pierres miliaires. Mais son ami les dédaignait toutes. Il avait un meilleur critérium. « Il y en a 25. Je le sais par la durée du trajet.
Il est maintenant 1h30. Nous sommes sortis de la cour de l'hôtel à Tetbury, comme l'horloge de la ville marquait 11h. Et je mets au défi n'importe qui en Angleterre de faire à mon cheval attelé moins de 10 000 à l'heure. Cela fait juste 25 000. Vous laissez tomber 1 heure, dit Morland. Il n'était que 10 heures quand nous quittâmes Tetbury. 10 heures? Il était 11 heures, sur mon âme. J'ai compté chaque coup. Votre frère voudrait faire croire que je suis un imbécile, Miss Morland. Regardez ce cheval. De votre vie, avez-vous jamais vu animal si bien taillé en course? Et le domestique faisait évoluer la bête. Un pur sang. 3h30 pour ne faire que 23 000. Mais regardez donc cet animal, et dites si cela vous semble possible. Il paraît avoir très chaud. Chaud? Pas un poil de dérangé quand nous sommes arrivés à l'église de Walcott. Regardez son poitrail, regardez ses reins. Tenez, regardez seulement comme il marche. Impossible que ce cheval fasse moins de 10 000 à l'heure. Liez-lui les pattes et il filera. Que dites-vous de mon cabriolet, Miss Morland? Il est bien, n'est-ce pas? Bien suspendu, dernière mode. Il y a à peine 1 mois que je l'ai. Il a été fait pour quelqu'un du Christchurch, un excellent gaillard, de mes amis, qui ne s'en est servi que quelques semaines. Je cherchais quelque chose de ce genre. À la vérité, je me serais bien décidé pour un curricle, mais j'eus la chance de rencontrer l'ami sur le Magdalen Bridge, comme il roulait dans Oxford. « Eh, Thorpe, me dit-il, n'auriez-vous pas envie d'une petite chose comme celle-ci? Elle est de tout premier ordre, mais j'en suis bougrement fatigué. »« Oh, crénon, dis-je, je suis votre homme. Combien voulez-vous? Et combien croyez-vous qu'il me demanda, Miss Morland? »« Jamais je ne le devinerai. »« Cabriolet suspendu, vous voyez, siège, coffre, boîte à épée, garde-crotte, lanterne, etc. Tout, vous voyez, complet. La ferrure aussi bonne que si elle était neuve, ou meilleure. Il demandait 50 guinées. Je fis marcher avec lui aussitôt, lâchai la somme, et la voiture était à moi. « Eh bien, ma foi, dit Catherine, je suis si peu au courant de ces choses que je suis incapable de juger si c'est bon marché ou cher. » Ni l'un ni l'autre. J'aurais pu l'avoir à moins, j'ose le dire. Mais j'exècre marchander, et le pauvre Freeman avait besoin d'argent. « C'était bien à vous, dit Catherine, très touchée. Peu, quand on a les moyens de rendre service à un ami, sans se gêner, crénon, je déteste qu'on lésine. Les jeunes gens demandèrent alors aux jeunes filles où elles allaient, et il fut décidé qu'ils les accompagneraient à Edgar's Building, et présenteraient leurs respects à Madame Thorpe. James et Isabelle ouvrirent la marche. Isabelle, enchantée, s'évertuait à rendre cette promenade agréable à son compagnon qui, double prestige, était l'ami de son frère et le frère de son ami. Ses sentiments étaient si sincères et si dénués de coquetterie qu'ayant croisé dans Milson Street les 2 audacieux jeunes hommes de tout à l'heure, elle ne se retourna sur eux que 3 fois. Il va sans dire que John Thorpe tint compagnie à Catherine et, après quelques minutes de silence, recommença à parler de son cabriolet. « Vous conviendrez pourtant, Miss Morland, que tel quel, ce marché pouvait passer pour avantageux, car j'aurais pu revendre l'objet 10 guinées de plus, dès le lendemain. Jackson, d'Oriel, m'en offrit du premier coup 60. Morland était là. « Oui, dit Morland, qui saisit au vol cet appel à son témoignage. Mais vous oubliez que le cheval était compris dans le marché. »« Mon cheval? Crénon, je ne vendrai pas mon cheval pour 100 guinées. 100. Aimez-vous aller en voiture découverte, Miss Morland? »« Oui, beaucoup. J'ai rarement eu l'occasion d'aller en voiture découverte, mais j'aime cela. »« J'en suis heureux. Je vous promènerai tous les jours dans la mienne. »« Je vous remercie, dit évasivement Catherine, indécise sur l'accueil qu'il convenait de faire à cette invitation. Je vous conduirai demain en haut de la côte de Lansdowne. »« Je vous remercie. Mais votre cheval n'aura-t-il pas besoin de repos? »« De repos? Il n'a fait que 23 000 aujourd'hui. Allons donc, rien n'abîme tant les chevaux que le repos. Rien ne les éreinte aussi rapidement. Non, non, je ferai marcher le mien, en moyenne, 4 heures par jour, tant que je serai ici. »« Le ferez-vous ? dit Catherine très sérieusement. Cela fera 40 000 par jour. » 40 ? 50 ! Je m'en moque pas mal. Bon, je vous conduirai demain en haut de la côte de Lansdowne. Comptez-y.
Comme ce sera charmant, s'écria Isabelle en se retournant. Ma très chère Catherine, je vous envie. Mais, mon frère, je crains que vous n'ayez place pour une troisième personne. Une troisième, vraiment? Non, non, je ne suis pas venue à Bath pour promener mes sœurs. Ce serait plaisant, ma foi. Que Morland s'occupe de vous. Ce qui provoqua entre Isabelle et Morland un échange d'amabilité dont le détail échappa à Catherine. Cependant, Thorpe, jusque-là si fertile en discours, était devenu laconique. Ses propos se réduisaient maintenant à de brefs jugements sans appel, blâme ou approbation, sur la performance de chaque femme rencontrée. Catherine, après avoir écouté et acquiescé, aussi longtemps qu'elle put, avec la retenue d'une jeune fille qui craint d'émettre, surtout au sujet de la beauté des femmes, un avis personnel en opposition avec celui d'un homme si sûr de son fait, tenta de changer le sujet de la conversation par une question qu'elle réfrénait depuis longtemps. « Avez-vous lu Adolphe, monsieur Thorpe ?»« Adolphe ? Oh, Seigneur, pas moi. Je ne lis jamais de romans. J'ai autre chose à faire. » Catherine, humiliée et honteuse, allait s'excuser de sa question, mais il la prévint en disant « Tous les romans sont un fatras d'absurdité. Il n'en est pas paru un seul tolérable depuis Tom Jones, excepté Le Moine. J'ai lu ça l'autre jour. Mais les autres sont bien la plus stupide chose de la création. » « Je pense que vous aimeriez Eudolphe, si vous consentiez à le lire. C'est si intéressant. » « Pas moi, sur ma parole. Non, si j'en lis, ce sont ceux de Madame Radcliffe. Ces romans sont assez amusants. Ils valent d'être lus. Il y a là de quoi rire et du naturel. »« Adolphe est de Madame Radcliffe, dit-elle avec une hésitation à la pensée qu'elle pouvait le mortifier. Non, vrai ? Est-il ? Et je m'en souviens, en effet. Je pensais à cet autre livre stupide écrit par cette femme dont on a fait tant d'embarras et qui a épousé les migrants français. Je suppose que vous voulez dire Camille ? Oui, c'est ce livre-là. C'est plein d'absurdités. Un vieillard qui joue à la branloire. Une fois je pris le premier volume et le parcourus. Je vis bientôt que ça n'irait pas. En vérité, je devinais tout de suite quelle drogue ce devait être. Dès que je sus qu'elle avait épousé un émigrant, je fus certain de ne pouvoir aller jusqu'au bout. Je n'ai jamais lu ce livre. Vous n'avez rien perdu, je vous assure. C'est la plus horrible sottise que vous puissiez imaginer. Il n'y a rien du tout, qu'un vieillard qui joue à la branloire et qui apprend le latin. Sur mon âme, il n'y a pas autre chose. Cette critique, dont la pauvre Catherine ne pouvait malheureusement apprécier la valeur, les occupa jusqu'à la porte de Madame Thorpe, et les sentiments du judicieux et impartial lecteur de Camille cédèrent aux sentiments du fils respectueux quand il se trouva en présence de sa mère. « Ah, maman, comment vous portez-vous » dit-il, lui donnant une vigoureuse poignée de main. « Où avez-vous acheté cette énigme de chapeau ? Avec ça sur la tête, vous avez l'air d'une vieille sorcière. Voilà Morland et moi, nous venons passer quelques jours avec vous. Il faudra donc nous trouver une couple de bons lits dans le voisinage. » Cette allocution parut satisfaire à tous les vœux du cœur maternel, car Madame Thorpe accueillit son fils avec effusion. Il distribua ensuite des parts égales de sa tendresse fraternelle à ses deux sœurs aînées. Il leur demanda à chacune comment elles se portaient et fit la remarque qu'elles étaient toutes les deux bien laides. Ces façons déplaisaient à Catherine, mais n'était-il pas l'ami de James et le frère d'Isabelle ? Et ce qui suivit ne laissa pas que d'ébranler son jugement. Comme elle s'éloignait pour examiner le nouveau chapeau, Isabelle dit à Catherine que John la trouvait la plus délicieuse fille de la terre. D'autre part, John, au moment de la séparation, la pria à danser pour ce même soir. Qu'elle eût été plus âgée ou plus vaine, et des prévenances de ce genre auraient eu peu d'effet. Mais comment Catherine, si jeune et si peu confiante en ses opinions, aurait-elle résisté au charme d'être appelée la plus délicieuse fille de la terre et d'être, de si bonne heure, engagée pour le bal ? Après 1 heure passée chez Thorpe, les deux Morland prirent congé pour aller chez M. Allen. Dès la porte refermée sur eux, James demanda « Eh bien, Catherine, comment trouvez-vous mon ami Thorpe ?» Et elle, au lieu de répondre comme elle aurait fait si elle avait vu clair en elle-même « Je ne l'aime pas du tout », répondit « Il me plaît beaucoup, il me semble très aimable. » « C'est le meilleur garçon du monde, un peu bavard, mais cela n'est pas un crime auprès des dames,
Et comment trouvez-vous le reste de la famille ? Ils me plaisent beaucoup. Beaucoup, vraiment. Surtout Isabelle. Je suis très heureux de vous entendre parler ainsi. C'est bien une jeune fille de ce genre qu'il vous fallait pour amie. Elle a tant de bon sens. Elle est si parfaitement naturelle. J'ai toujours souhaité que vous fissiez sa connaissance, et elle semble vous aimer beaucoup. Elle fait de vous les plus vifs éloges, et l'éloge d'une fille comme Miss Thorpe, même vous, Catherine, lui prenant affectueusement la main, vous pouvez en être fière. J'en suis fière, en vérité, répondit-elle. Je l'aime de tout mon cœur, et je suis enchantée de découvrir que vous l'aimez aussi. Vous ne m'avez guère parlé d'elle dans les lettres que vous m'écriviez lors de votre séjour chez les Thorpe, parce que je pensais vous voir avant longtemps. J'espère que vous serez souvent ensemble à Bath. C'est une fille extrêmement charmante, d'une intelligence supérieure. Comme toute la famille l'aime. Elle est évidemment la préférée, et comme elle doit être admirée ici. Ne l'est-elle pas ? Oui, beaucoup. Monsieur Allen la déclare la plus jolie fille de Bath. Cela ne m'étonne pas de lui. Je ne connais pas de meilleur juge de la beauté que monsieur Allen. Je ne vous demande pas si vous êtes heureuse ici, ma chère Catherine. Avec une amie comme Isabelle, peut-il en être autrement ? Et les Allen, j'en suis sûre, sont très gentils pour vous. Oui, très gentils. Je n'ai jamais été si heureuse. Et maintenant que vous êtes là, ce sera plus charmant que jamais. Que c'est gentil de venir de si loin pour me voir. James accepte ce remerciement et apaisa sa conscience en disant, et il était sincère, « En vérité, Catherine, je vous aime beaucoup. » Des questions et des réponses concernant les frères et les sœurs, la situation des uns, la croissance des autres, et maintes choses du même genre s'échangèrent. Une seule digression de James en faveur de mademoiselle Thorpe. Pendant qu'il gagnait Appleton Street, James fut accueilli avec une grande amabilité par monsieur et madame Allen, invité par monsieur à dîner avec eux et par madame à deviner le prix et à apprécier les mérites d'un nouveau manchon et d'une palatine. Un engagement déjà pris à Edgar's Buildings l'empêcha d'accepter l'amabilité de l'un et l'obligea à s'esquiver aussitôt qu'il eut satisfait à la question de l'autre. L'heure de la réunion des deux familles ayant été fixée avec soin, Catherine fut voluptueusement toute à Eudolphe, loin des choses de la terre, la toilette, le dîner. Elle était dès lors incapable de calmer les craintes de madame Allen touchant le retard d'une couturière ou même de jouir 1 minute sur 60 de cette félicité d'être déjà engagée pour le soir. Chapitre 8. En dépit d'Eudolphe et de la couturière, les Allen et Catherine arrivèrent à temps aux Upper Rooms. Les Thorpe et James Morland n'étaient là que depuis 2 minutes. Isabelle se précipita vers son amie en une hâte exultante. Après l'avoir, comme d'habitude, célébrée, et sa toilette et sa chevelure, dont elle jalousait les ondes, elle lui prit le bras. Ainsi précédées de leurs chaperons, elles se rendirent dans la salle de bal, chuchotant entre elles quand il leur venait une idée, suppléant aux idées par un serrement de main ou un aimable sourire. Quelques minutes après qu'elles furent assises, la danse commença. Isabelle et James étaient très impatients d'y prendre part, mais John était allé parler à un ami dans la salle de jeu, immobilisant Catherine, et Isabelle déclarait « Pour rien au monde, je ne me lèverais avant elle. Nous serions certainement séparés toute la soirée. » Catherine accueillit avec gratitude cette gentillesse, et l'on resta assis 3 minutes encore. Tout à coup, Isabelle, qui avait parlé en aparté à James, se retourna et, à voix basse, « Ma chère amie, il faut que je vous quitte. Votre frère est si impatient de danser. Je sais que vous ne m'en voudrez pas. Je suis sûre que John sera de retour dans l'instant, et que vous me retrouverez sans peine. » Catherine, un peu déçue, était trop bonne pour rien objecter. Déjà se levaient James et Isabelle. Celle-ci serra la main à Catherine et, sur un « Au revoir, ma chère aimée », disparut avec son partenaire. Les jeunes demoiselles Thorpe dansant aussi, Catherine fut laissée à la merci de leur mère et de madame Allen. Elle ne put s'empêcher d'être vexée que M. Thorpe prolongeât son absence, car non seulement elle brûlait de danser,
Mais encore, la dignité réelle de sa situation étant ignorée, elle subissait, avec des vingtaines d'autres jeunes filles, le discrédit qu'il y a à faire tapisserie. Être indûment disgracié aux yeux de tous, supporter une humiliation imméritée, être victime de la faute d'un autre, est une des mésaventures classiques de l'héroïne, et à la subir avec courage se décèle la noblesse d'un caractère. Catherine avait du courage. Elle souffrit, mais nul murmure ne passa ses lèvres. Au bout de 5 minutes, son humiliation céda à un sentiment plus plaisant. Catherine voyait à quelques pas, non M. Torp, mais M. Tilney. Il semblait se diriger vers elle, mais sans la voir. Le sourire et la rougeur que provoqua chez Catherine cette réapparition soudaine se dissipèrent avant d'avoir pu ternir le stoïcisme de son attitude. Il était aussi beau et accorte que jamais, et il causait avec une jolie femme élégante et jeune qui s'appuyait à son bras et que Catherine conjectura sa sœur. Elle repoussait ainsi quelle belle occasion de le voir marié et, dès lors, perdu pour elle. Accessible surtout à ce qui était simple et probable, elle n'avait jamais pensé que M. Tilney pût être marié. Ses façons de faire et de dire n'étaient pas celles des hommes mariés qu'elle avait connus. Il n'avait jamais parlé de sa femme, il avait avoué une sœur. De là résultait que cette jeune personne était bien sa sœur. Aussi, au lieu de mortellement pâlir et d'avoir une crise de nerfs, Catherine resta bien droite, en parfaite possession de ses sens, les joues un peu plus roses qu'à l'ordinaire. M. Tilney et sa compagne, qui s'avançaient lentement, étaient précédés par une dame de leurs amis. Cette dame reconnut Madame Torp et s'arrêta pour lui parler. Eux s'arrêtèrent aussi, et Catherine lut dans les yeux de M. Tilney le plaisir qu'il avait à la revoir. Elle lui rendit son sourire avec joie. Il était maintenant près de Catherine et de Madame Allen. « Vraiment, lui dit celle-ci, je suis très heureuse de vous voir. J'avais peur que vous eussiez quitté Bath. » Il lui rendit grâce de ce souci et dit qu'il avait été absent une semaine. Il était parti le lendemain même du jour où il avait eu le plaisir de la rencontrer. « Et, monsieur, j'ose dire que vous n'êtes pas fâché d'être venu, car Bath est un charmant séjour pour la jeunesse et, en vérité, pour tout le monde. Je disais à monsieur Allen, il craignait de s'y déplaire, que j'étais sûre que ses craintes seraient vaines. C'est un séjour si agréable, et mieux vaut être ici que chez soi, à cette insipide époque de l'année. Je lui ai dit qu'il avait bien de la chance d'être envoyé ici pour sa santé. Et j'espère, madame, que monsieur Allen sera forcé d'aimer Bath, à constater que le séjour lui en est efficace. Je vous remercie, monsieur, je ne doute pas qu'il en soit ainsi. Un de nos voisins, le docteur Skinner, fit un séjour à Bath l'hiver dernier et repartit tout à fait guéri. Voilà qui est très encourageant. Oui, monsieur, le docteur Skinner et sa famille restèrent ici 3 mois. Aussi ai-je dit à monsieur Allen qu'il n'eût pas à se presser de partir. Ils furent interrompus par une requête de madame Torp à madame Allen, qu'elle voulut bien livrer un peu de place à madame Hugues et à mademoiselle Tilney. Ce fut fait. Monsieur Tilney était toujours debout devant elle. Il pria Catherine à danser. Cette invitation, si délicieuse en soi, fut bien douloureuse à la jeune fille. En s'y dérobant, elle exprima avec une telle chaleur son regret que si Torp, qui la rejoignit immédiatement après, eût déjà été là, il eût pu penser que ce regret était par trop vif. Le sans-gêne avec lequel il lui dit simplement « Je vous ai fait attendre » n'était pas pour la réconcilier avec le sort, et, tandis qu'il l'emmenait, ses discours sur les chevaux et les chiens de l'ami qu'il venait de quitter et sur une proposition de troc de terrier l'intéressaient trop peu. Elle regardait vers le point de la salle où elle avait laissé M. Tilney. Elle ne voyait pas sa chère Isabelle, à qui elle désirait particulièrement le montrer. Elle était séparée de toute sa société, loin de toutes ses connaissances. Une mortification succédait à une autre. Et de tout cela, elle déduisait cette moralité. Être engagée d'avance pour un bal n'accroît pas nécessairement la félicité qu'on y trouvera. Elle fut soudain tirée de ses spéculations par la pression d'une main sur son épaule. Madame Hugues, mademoiselle Tilney et un monsieur qui les accompagnait étaient là. « Je vous demande pardon de la liberté que je prends, Miss Morland, dit la dame, mais je ne parviens pas à trouver mademoiselle Torp. Sur le conseil de madame Torp, c'est donc à vous que j'amène mademoiselle Tilney. »
Mademoiselle Tilney reçut le plus gentil accueil. Elle exprima ses remerciements de tant d'obligeance. Catherine, avec la vraie délicatesse d'une âme généreuse, n'attachait aucune importance à ses bienfaits. Madame Hugues, satisfaite d'avoir si heureusement casé la jeune fille confiée à ses soins, rejoignit Madame Thorpe. Mademoiselle Tilney avait élégante tournure, joli visage, avenante physionomie, et, dans son attitude, sans avoir toute la hardiesse de style de Mademoiselle Thorpe, elle avait plus de réelle élégance. Ses façons n'étaient ni timides ni d'une franchise affectée. Elle savait être jeune et attrayante sans forcer l'attention unanime, et les menus incidents d'un bal pouvaient se succéder sans qu'elle manifestât par des transports sa joie ou son mécontentement. Catherine, séduite à la fois par le doux prestige de cette jeune fille et par sa qualité de sœur de M. Tilney, parla sans hésiter, chaque fois qu'elle trouva quelque chose à dire. Mais l'obstacle qu'était à leur conversation la pénurie des sujets les empêcha d'aller au-delà des premiers rudiments de l'amitié. Aimait-elle Bath? Admirait-elle ses monuments, ses environs? Dansait-elle? Faisait-elle de la musique? Chantait-elle? Montait-elle à cheval? Soudain, Catherine se sentit le bras amicalement saisi par sa fidèle Isabelle qui, avec feu, s'écria « Enfin, je vous retrouve donc, ma très chère âme, je vous ai cherché toute cette heure. Qu'est-ce qui a bien pu vous faire venir de ce côté, quand vous saviez que j'étais là-bas? Loin de vous, j'ai été tout à fait malheureuse. Ma chère Isabelle, comment m'eût-il été possible de vous rejoindre? J'ignorais où vous étiez. C'est ce que j'ai dit tout le temps à votre frère, mais il ne voulait pas me croire. Allez et tâchez de la retrouver, monsieur Morland, lui disais-je. En vain, il ne voulait pas remuer d'un pouce. Est-ce pas vrai, monsieur Morland? Mais vous, les hommes, êtes si désolément paresseux. Je l'ai grondé, ma chère Catherine, à un point qui vous étonnerait. Vous savez, je ne fais pas de façon avec ces messieurs. Regardez cette jeune fille qui a des perles blanches dans les cheveux, dit Catherine, détachant le bras de son amie de celui de James. C'est la sœur de M. Tilney. Oh, cieux! Vous ne me le disiez pas. Que je la vois. Exquise! Jamais je ne vis femme aussi belle. Mais où son conquérant de frère est-il donc? Dans la salle? S'il y est, montrez-le-moi sur l'heure. Je languis de le voir. Monsieur Morland, n'écoutez pas. Nous ne parlons pas de vous. Mais à quel propos toutes ces chuchotteries? Que se passe-t-il? Là, j'en étais sûre. Vous, les hommes, vous avez une curiosité si inquiète. Parlez de la curiosité des femmes. Vraiment, ce n'est rien. Soyez satisfaits, vous ne saurez rien du tout. Cela me satisfaire, vous croyez? Vous n'avez pas votre pareil. Que vous importe ce que nous disons? Peut-être parlons-nous de vous? Je vous conseille donc de ne pas écouter. Vous pourriez entendre des choses peu flatteuses. Sous ce flux de lieux communs qui dura quelque temps, le sujet premier de la conversation semblait complètement submergé. Aussi, Catherine ne put-elle réprimer un léger doute touchant ce véhément désir qu'avait eu Isabelle de voir M. Tilney. Quand l'orchestre préluda de nouveau, James voulut entraîner sa jolie danseuse. Elle résista. « Je vous le répète, monsieur Morland, non, pour rien au monde. Comment pouvez-vous me contrarier ainsi? Vous imagineriez-vous, ma chère Catherine, ce que veut votre frère? Il veut que je danse encore avec lui. J'ai beau lui dire que ce serait chose inconvenante et tout à fait contre les règles. Enfin, si nous ne changeons pas de partenaire, tout Bath en jasera. » Sur mon honneur, dit James, il n'y a pas de règle pour cela dans les réunions du genre de celle-ci. Quelle sottise! Comment pouvez-vous parler ainsi? Mais quand vous, les hommes, voulez arriver à vos fins, rien ne vous arrête. Ma douce Catherine, aidez-moi. Persuadez donc à votre frère que c'est de toute impossibilité. Dites-lui que cela vous choquerait de me voir faire chose pareille, et cela ne vous choquerait-il pas? Pas du tout. Mais si vous croyez que ce soit mal, changez. Voilà, s'écria Isabelle. Vous entendez ce que dit votre sœur, et pourtant vous n'écoutez pas. Bien. Si nous mettons en émoi toutes les vieilles dames de Bath, ce ne sera pas ma faute. Venez, ma chère Catherine, pour l'amour du ciel, et ne me quittez pas. Ils regagnèrent leur place. Cependant, John Thorpe était parti,
et Catherine, désirant donner à M. Tilney l'occasion de renouveler l'agréable requête qui l'avait charmée une première fois, rejoignit sur l'heure Mme Allen et Mme Thorpe, dans l'espoir de le trouver encore auprès d'elle, espoir qu'elle jugea bien déraisonnable quand elle vit qu'il était vain. « Eh bien, ma chère, dit Mme Thorpe, impatiente d'entendre louer son fils, je pense que vous avez eu un agréable danseur. »« Très agréable, madame. »« J'en suis aise. John a une gaieté charmante, n'est-ce pas ?»« Avez-vous rencontré M. Tilney, ma chère ?» dit Mme Allen. « Non. Où est-il ? M. Tilney était avec nous, il n'y a qu'un moment. Il était si las de badauder qu'il allait danser un peu. Peut-être vous aurait-il invité s'il vous avait vu. »« Où peut-il être ? dit Catherine, le cherchant des yeux. Elle n'eut pas à chercher longtemps. Elle le vit, une jeune femme au bras. « Ah, il a une danseuse. J'aurais aimé qu'il vous invitât, dit Mme Allen. Et après un court silence, elle ajouta : « C'est un très charmant jeune homme. »« Vraiment, oui, Mme Allen, dit Mme Thorpe, souriant avec complaisance. Quoique je sois sa mère, je dois avouer qu'il n'y a pas au monde de jeune homme plus charmant. » Une déclaration si intempestive eût embarrassé bien des gens, mais non pas Mme Allen, car, après un moment de méditation, elle dit tout bas à Catherine : « Je crois qu'elle s'imagine que je parlais de son fils. » Catherine était désappointée et vexée. Il s'en était fallu de si peu que son vœu se réalisât. Cette malchance ne la prédisposait pas à faire une réponse gracieuse à John Thorpe, qui, en fin de retour, lui disait : « Hé, Miss Morland, je suppose que nous allons de nouveau nous trémousser ensemble. »« Oh non, je vous remercie. D'ailleurs, je suis lasse, je ne danserai sans doute plus ce soir. »« Vous ne danserez plus ? Alors, promenons-nous et moquons-nous des gens. Venez, je vous montrerai les 4 pires farceurs qui soient ici, mes 2 sœurs aînées et leurs partenaires. Je me suis moqué d'eux toute cette demi-heure. » Catherine s'excusa encore, et, à la fin, il s'en alla tout seul se moquer de ses sœurs. Elle trouva le reste de la soirée très fastidieux. À l'heure du thé, M. Tilney demeura avec sa danseuse. Mademoiselle Tilney, qui faisait partie du groupe de Catherine, n'était pas assise près d'elle. Une tendre conversation isolait James et Isabelle. Celle-ci ne put décerner à son amie qu'un sourire, un serrement de main et un seul « Ma très chère Catherine ».